En tant que notaire, s'il y a bien un conseil qu'il faut donner quand on se retrouve dans cette situation, c'est de prendre son courage à deux mains, une fois de plus peut-être, mais d'oser affronter l'idée de son décès et de un petit peu désarmer, déminer des difficultés qui pourraient surgir une fois décédé. Et en faisant ça, en fait, on donne un coup de main à la personne à protéger et à son entourage. Décéder sans avoir rien fait, finalement, c'est peut-être piéger un peu malgré soi la personne qui est protégée. Et donc, il faut oser affronter ça, aller en discuter avec un notaire, aller en discuter avec aussi son entourage. L'important, c'est le dialogue. Et une fois que les choses ont été discutées, où on a pris le temps, parce que c'est des choses qui parfois prennent des semaines, des mois, on a une idée, il faut se renseigner, il faut percoler, se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, arriver vraiment à l'huile essentielle de la décision en disant c'est ce qu'on veut, ça peut prendre énormément de temps. Et donc commencer ça suffisamment tôt, c'est une très bonne idée. Faire ça sur son lit de mort, c'est bien, mais c'est peut-être déjà un petit peu tard. Quand vous avez une personne fragilisée qui est sous administration, évidemment, il y a certaines incidences aussi lorsque s'ouvre une succession dans laquelle cette personne est concernée. Il y a la possibilité, cette personne sera représentée par son administrateur avec tout ce que ça implique en termes de protection, mais aussi de procédure. Et donc, lorsque vous avez une personne dans ce cas-là, nécessairement, la succession va devoir se faire sous bénéfice d'inventaire. Donc, on va vérifier que la succession comporte plus d'actifs que de passifs. Mais donc, ça va impliquer également qu'il y ait certaines autorisations qui sont introduites auprès du juge de paix. Et malheureusement, ça retarde le traitement du dossier puisque dès lors qu'on doit s'en remettre à différentes personnes, ça prend nécessairement plus de temps. L'impact pour des co-héritiers ou dans une succession d'avoir une personne sous administration fait que tous les actes juridiques qui vont être posés dans le cadre de cette succession vont être soumis à l'accord du juge de paix. Que ce soit un partage de compte en banque, que ce soit la vente d'un immeuble, un partage immobilier, tout ça va être soumis à autorisation, contrôle, formalisme et des arrangements familiaux même qui auraient été convenus de longue date seront compliqués à mettre en œuvre s'ils ne sont pas validés par le juge de paix. C'est pour ça qu'éventuellement, il est possible aussi par testament de cantonner les droits de la personne fragilisée, par exemple uniquement sur de l'avoir financier, puisque ça reste quand même éminemment partageable et c'est vraiment très facile à partager ou à répartir, et en l'excluant par exemple des biens immobiliers, puisque là on sait que de facto il y aura toujours des opérations à passer, etc. Ce n'est pas lui le léser de ses droits, ça veut simplement dire qu'on veut éviter de le mettre dans des indivisions avec ses éventuels frères et sœurs dans des droits immobiliers pour que cet aspect-là de la succession puisse être géré de manière beaucoup plus souple. Le juge va intervenir pour vérifier si la succession se passe bien, si les comptes sont justes, si la liquidation de la succession est juste. Il est garant de vérifier ça. Et donc, il peut avoir des contacts avec le notaire, il peut se rendre chez le notaire pour avaliser l'ensemble des démarches, etc. En termes de succession, quand on assure finalement plusieurs rôles, à la fois le rôle de sœur, d'administrateur, on ne peut pas coupler ces deux rôles. Du coup, il faut la désignation d'un tiers, qu'on appelle un administrateur ad hoc, qui est désigné dans une problématique ou dans un cadre particulier. Et ça peut être assuré par une personne que l'on suggère, un membre de la famille ou quelqu'un qu'on connaît, un avocat ou autre. Et le juge accepte ou n'accepte pas. Comment faire quand une personne vient à décéder? On a deux possibilités. La première possibilité, c'est le régime par défaut. C'est ce que la loi prévoit pour vous. Je viens à décéder et donc j'ai par exemple 3 enfants. Chaque enfant va recevoir une part égale. Si au moment de mon décès, je suis marié,
ou cohabitant légal, alors mon conjoint reçoit aussi des droits dans ma succession. L'autre solution, c'est de dire, mais moi, je n'aime pas ce que la loi a prévu de base, je voudrais faire autre chose, et notamment parce que j'ai un enfant handicapé, je voudrais mettre en place certaines mesures de protection spécifiques. Et pour ça, l'essentiel, c'est d'aller voir son notaire. Comment mettons en place des règles spécifiques? On a deux moyens. Le premier moyen, c'est le testament. C'est simplement un document qui est rédigé dans lequel on dit « le jour de mon décès, voici comment je voudrais que cela se passe ». Et l'autre moyen, c'est la planification successorale un petit peu plus poussée, c'est des donations particulières, la création éventuelle d'une fondation, si on a évidemment les moyens de créer une fondation qui se met en place du vivant de la personne en disant « le jour où je viens décéder, voici ce que je voudrais qu'il se passe ». Depuis peu, la dévolution successorale a changé, c'est-à-dire qu'une personne peut disposer de la moitié de son patrimoine, l'autre moitié étant automatiquement répartie entre les héritiers réservataires. Alors, qui sont les héritiers réservataires? Vous avez le conjoint et les enfants. Vous pouvez également avoir d'autres héritiers qui sont vos parents, vos frères et sœurs, selon la configuration familiale. Prenons le cas d'un papa qui décède laissant son épouse et 2 enfants. Sa succession va être recueillie par ses enfants pour la nue propriété et par son épouse pour l'usufruit. Ça, c'est si on ne fait rien. Il est possible, dans un certain nombre de cas, de prévoir un testament et donc de déroger à cela. L'idée étant que la part qui revient aux enfants, leur part réservataire, ne peut jamais être moins importante que la moitié du patrimoine, diminuée, donc divisée par le nombre d'enfants. Mais par contre, la quotité disponible, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Évidemment, lorsque vous avez au sein d'une famille une personne fragilisée, se pose la question de ce qu'elle va recueillir à l'occasion d'une succession et donc de l'opportunité que cet enfant reçoive autant, plus ou moins que les autres. C'est toujours évidemment un point qui se pose pour des parents de se dire qu'est-ce qui est le plus adéquat à ma situation. On peut tout à fait imaginer que la quotité disponible soit attribuée, si vous avez la chance d'avoir plusieurs enfants, à vos autres enfants, avec une charge, par exemple, pour ces enfants, de s'occuper de leurs frères ou de leurs sœurs fragilisés, moyennant le paiement, par exemple, d'une rente qui permettrait de payer une institution spécialisée ou de subvenir aux besoins, d'assister leurs frères ou leurs sœurs au quotidien. Et donc tout ça, il y a tout à fait moyen de le prévoir. Si on veut changer de la dévolution classique légale, qu'on appelle comme ça quand on ne prévoit rien, il y a moyen par testament ou par des donations antérieures avant le décès à créer éventuellement des parts différenciées pour les enfants qui ne seraient pas fragilisés par rapport à l'enfant fragilisé, ou même par rapport à l'enfant fragilisé s'il devait être l'héritier unique, en veillant à mettre à ses côtés une institution ou quelque chose qui pourrait lui venir en plus en aide si jamais lui devait se trouver à la tête de toute la succession pour veiller à son bien-être. Et ça permet aussi éventuellement d'anticiper le fait que cette personne fragilisée, qui dans la réalité souvent elle-même n'a pas d'héritier direct, ne devienne pas pleine propriétaire de sommes trop importantes ou d'un patrimoine trop important, qui à son propre décès alors partirait non plus en ligne directe, c'est-à-dire non pas à des descendants ou à des parents, mais même à des frères et sœurs, des neveux ou nièces, où là malheureusement les droits de succession, donc les taxes, sont vraiment très lourdes, et donc on peut imaginer de concéder des droits temporaires la vie durant à des enfants en prévoyant que ce qu'il laissera au jour de son propre décès soit alors transféré à ses frères et sœurs, par exemple. Et là, la taxation sera considérée comme si les frères et sœurs, quand ils héritent de l'enfant fragilisé, n'héritent pas directement de lui, en fait. Donc, fictivement, ils réhéritent de leurs parents et rebénéficient des taux de taxation alors nettement moins élevés que les droits entre frères et sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes, etc. Moi, je dirais que pour ce qui... Une fois qu'on a un enfant avec des difficultés, quelles qu'elles soient, je pense qu'il est, je dirais, essentiel de faire un testament pour que les règles soient connues et que la personne fragilisée ne soit pas, je dirais, arnaquée, mais en tout cas qu'elle ne soit pas respectée dans ses droits par la famille. Et donc, moi, je conseille à tout le monde de faire un testament.
Mais il y a des actes éminemment personnels qu'elle va continuer de poser toute seule. Il y a notamment la problématique du testament, où si elle est encore jugée apte à établir son testament, le juge de paix va donner l'autorisation, et le juge de paix rend cette décision sur base d'un certificat médical, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi, et puis alors le notaire se rend auprès de la personne et peut recevoir tout à fait librement le testament, et le contenu du testament sortira ses effets. Pourquoi ? Parce que la personne a été autorisée à tester, comme on dit dans notre jargon. Une personne qui est sous administration n'a plus la capacité pour signer des actes authentiques. Si une personne protégée est propriétaire de biens immobiliers et que par exemple il est nécessaire de vendre l'appartement dans lequel vous avez vécu pour payer les frais d'une seigneurie, ça pourra intervenir, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, mais c'est l'administrateur qui va devoir s'adresser au juge de paix pour obtenir une autorisation de vendre, et la vente devra se faire donc par l'intermédiaire d'un notaire, mais sous une certaine forme, qui est la forme de la vente publique, parce que donc c'est une mise aux enchères qui va avoir lieu, ça c'est donc le principe. Je propose aux familles où il y a une personne fragilisée, c'est de réfléchir en 4 temps. La première, c'est ce que moi j'appelle la réflexion. Comment répartir ma succession ? Donc chaque famille doit choisir ce qu'il souhaite pour sa répartition successorale, qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup dans la succession. La question elle est la même. Il y a très très peu de limitations. Une des limitations qu'on connaît le mieux, c'est la réserve successorale. Ça veut dire que chaque enfant a droit à un droit minimum en vertu de la loi. Ça s'appelle la réserve successorale. Et donc cette réserve successorale, c'est pour l'ensemble de mes enfants, c'est la moitié de ma succession. Donc ils sont obligés d'avoir cette moitié de ma succession, qu'ils se répartissent entre eux de façon égale. Et l'autre moitié de ma succession, j'en fais exactement ce que je veux. La réserve successorale, je ne suis pas obligée de la revendiquer. C'est-à-dire qu'après le décès de mes parents, ou de mon parent, je peux choisir et dire ce qui a été prévu, en fait c'est très bien, même si ça ne respecte pas la réserve. Ou bien je peux activer cette réserve et dire, en fait, je n'ai pas eu ma réserve, je veux l'activer. Et donc, il y a encore un choix des héritiers à ce niveau-là. Donc, la première chose, c'est réfléchir. Qu'est-ce que je veux de ma succession ? Deuxième élément, c'est limiter les droits immobiliers. C'est-à-dire qu'une personne qui perçoit une allocation de remplacement de revenus, comme on l'entend, remplacement de revenus, ça doit remplacer des revenus. Si une personne qui perçoit cette allocation à un immeuble, cet immeuble est censé lui apporter des revenus, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le revenu cadastral qui est déclaré à l'impôt des personnes physiques. Eh bien, si elle a un revenu cadastral, donc parce qu'elle a un immeuble, et qu'elle n'occupe pas, ça devient un peu technique mais c'est vraiment important, et qu'elle n'occupe pas cet immeuble, eh bien en fait son allocation va être diminuée. Donc moi ce que je conseille c'est de réfléchir si oui ou non il faut un immeuble et en tout cas, a priori, ne pas privilégier les immeubles dans les droits successoraux recueillis par une personne fragilisée. Parce que, outre cette question d'impact sur son allocation, c'est aussi la gestion. Gérer un immeuble, c'est pas si facile en fait. Troisième chose, c'est limiter les indivisions. Donc quand on est en indivision avec d'autres personnes, donc on est à plusieurs propriétaires d'un immeuble ou d'un objet, eh bien en fait, on va avoir des difficultés peut-être à le gérer. Et si une des personnes est protégée par un régime d'administration de biens, eh bien en fait c'est tout le bien qui sera protégé par ce régime. Et le juge de paix va donc devoir intervenir dès qu'une décision est prise pour le bien en question. Donc que ce soit pour la vente, pour faire des réparations ou autre. Et donc ça va impacter l'ensemble des indivisaires. Donc moi, je dis, dans la mesure du possible, limitons les indivisions. Et quatrième conseil, c'est le legs des résiduaux. La plupart des bénéficiaires que nous on connaît n'ont généralement pas d'héritiers directs, donc n'ont pas d'enfants. Dans ces situations-là,
il faut qu'on le réfléchisse en amont, c'est-à-dire que les parents réfléchissent à leur succession, donc qui va recueillir leurs biens, mais aussi réfléchir la succession des personnes qui vont hériter d'eux. C'est ce qu'on appelle le de residuo, donc le résidu de ce que l'héritier aura perçu. On essaye de mettre en place des structures éventuellement évolutives, et alors surtout, il ne faut jamais perdre de vue que si jamais quelque chose change, il faut aller retrouver le notaire. Un testament, ce n'est pas quelque chose que l'on coule dans le béton jusqu'au décès. J'ai pour habitude de dire qu'un testament, c'est un outil qu'on fait si jamais on meurt demain ou après-demain. Mais on ne fait pas à 60 ans un testament en espérant qu'il sortira ses effets tels quels et que la situation n'aura pas changé quand on aura 80 ans. Il y a 20 ans qui vont se passer entre les deux, il y a énormément de choses qui vont changer. Si quelque chose change, on va adapter.